ce qui m'intéressait dans le cadre de ces recherches-là, c'était un peu... c'était en fait comment est-ce que les blogueuses articulent certains discours en lien avec la féminité dans leurs écrits et dans la manière qu'elles rendent compte de leur pratique blog. Quand j'ai fait des entrevues, il y a plusieurs expressions qui m'ont surprise au moment de la transcription des entrevues, de la lecture des transcriptions. Puis une de ces surprises-là était liée à l'utilisation de la métaphore domestique ou de l'expression chez soi, comme dans le titre de la présentation d'aujourd'hui. Ce qui m'a surtout surpris, je pense, c'est le fait que le blog ou Internet, c'est surtout associé à la sphère publique. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on peut se sentir chez soi, ce qui fait plus référence au domaine privé, alors que sur Internet, donc on associe plus au domaine public. Malgré cette apparente contradiction-là, mes recherches me portent à croire qu'effectivement, les blogueuses perçoivent leur écrit ou l'espace web qu'elles utilisent comme un espace qui leur serait privé, où elles peuvent satisfaire des désirs qui sont en fait associés à l'idéal domestique. Elles travaillent à la construction d'un idéal domestique de 3 manières différentes. Je pense que je vais juste souligner ici que le mot-clé, en fait, c'est idéal domestique, comment la question de l'idéal. Donc, je vais souligner en fin de présentation certains des obstacles qui sont rencontrés par les blogueuses. Mais avant de discuter de tout ceci, je vais juste préciser quelques éléments par rapport à la méthodologie de la recherche. J'ai donc rencontré entre août 2008 et mai 2009 des blogueuses qui vivent au Québec. Les entrevues semi-dirigées avaient une visée triple. D'abord, je voulais m'assurer du consentement des participants. Je voulais m'assurer que ce n'est pas parce que leurs écrits sont disponibles en ligne que nécessairement elles acceptent qu'on utilise ces écrits-là comme source de données pour la recherche. Donc, je voulais vérifier qu'elles acceptaient ça. Ensuite de ça, je voulais avoir un peu plus d'informations par rapport au contexte d'écriture. C'est souvent des éléments qui ne sont pas exposés sur le blog comme tel. On commence à bloguer sans nécessairement expliquer pourquoi, comment on s'y prend. Puis aussi, je voulais visiter le lieu à partir duquel certaines blogueuses bloguent. En fait, je voulais faire des visites à domicile, qui est une approche qui est inspirée par les travaux de Maria Bakarjeva, qui, elle, traçait l'usage d'Internet dans la sphère domestique. Donc, je veux savoir où est l'ordinateur, où est-ce qu'on écrit, etc. Au cours de la recherche, j'ai donc rencontré 23 blogueuses qui habitaient au Québec, mais qu'elles ne soient pas toutes québécoises. Elles étaient âgées en moyenne de 32 ans au moment de notre rendez-vous. Elles s'identifiaient majoritairement comme des femmes hétérosexuelles. Elles étaient pour la plupart en relation de couple. Puis en majorité, elles avaient complété un baccalauréat, un diplôme d'études collégiales ou même des études supérieures. Elles étaient essentiellement de descendance canadienne-française. Toutes s'exprimaient avec aisance en français, bien qu'il y en avait une qui était hispanophone et une anglophone. Les entrevues semi-dirigées étaient d'une durée variant entre 50 minutes et un peu plus de 3 heures. Puis certaines blogueuses bloguaient déjà depuis 5 ans quand je les ai rencontrées, mais en majorité, c'était environ 12 ans au moment de notre rencontre. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est vraiment à la lecture des entrevues que les commentaires par rapport à l'idéal domestique ont commencé à être un peu plus apparents. Donc, j'ai commencé à porter attention à cette question-là en réalisant les entrevues puis en lisant les transcriptions des blogs. Comme je l'ai dit, donc, les entrevues, les transcriptions avaient beaucoup d'expressions telles que chez nous ou chez soi. Par exemple, lorsque ma participante Denise parlait du fait d'avoir acheté son .com, donc d'avoir acheté un espace web pour bloguer, elle dit « c'est comme de passer de locataire à propriétaire. Tu sais, c'est le fun d'être chez soi. » Donc, il y avait vraiment cette composante-là d'avoir un but qui était propre à soi. Si c'est vrai qu'en anglais, il y a des expressions comme home qui sont utilisées dans le champ des sciences et technologies, comme home pour faire référence à la page d'accueil, ou homepage pour parler d'un site web personnel. Il n'en demeure pas moins que l'Internet est quand même associé à la sphère publique. Même dans le cas des blogs, est-ce qu'on peut parler d'expériences plus personnelles? Le fait de les rendre accessibles, par exemple, en ligne, les associe plus à la sphère privée. Puis le fait de discuter même d'éléments qui peuvent sembler très personnels, le fait d'en parler de manière publique, ça associe aussi le blog à l'aide d'une sphère politique. L'usage de la référence au domestique a quand même été identifié lors de références au blog en tant qu'espace ou interface.
En tant que... Dans les entrevues, on parlait du blog, on faisait référence en tant qu'espace ou interface semblable au domestique. On parlait aussi de tâches domestiques à accomplir dans l'entretien du blog. Puis on parlait aussi d'une chambre à soi, de l'espace à soi qui portait un peu un lieu sur lequel on a du contrôle pour écrire, pour paraphraser le titre du fameux essai de Virginia Woolf, Un moment ensemble. Sauf qu'il y a des propos qui ont été tenus dans le cadre des entrevues, puis aussi dans certains billets publiés sur les blogs, qui relèvent un nombre de tensions entre l'idéal associé au domestique puis la réalité virtuelle est néanmoins réelle. Cette réalité-là, ça va être la deuxième partie de cette conférence. Donc, l'une des associations du blog à la sphère domestique se fait par le biais de parallèles qui ont été établis entre le blog et son aménagement. Une des préoccupations principales des blogueuses, c'était que le blog doit refléter les vues et la personnalité des blogueuses. De manière similaire à ce que d'autres chercheurs ont indiqué par rapport à la création d'un chez-soi hors ligne, donc un chez-soi physique, par rapport au fait que ce chez-soi-là doit inclure des items ou des objets qui reflètent la personnalité de l'auteur, de la propriétaire. Donc on modifie la couleur des murs, on met des cadres avec des gens qu'on connaît, etc., des images qu'on aime. On fait ainsi, c'est comme ça qu'on crée un logement qui est à soi. Mais une pratique similaire se fait sur les blogs quand on change l'interface des blogs. Par exemple, on choisit les couleurs qui nous plaisent ou les écritures qu'on préfère. Il y a trois préoccupations interreliées qui sous-tendent les modifications apportées au blog. D'abord, le blog pour les participants doit être invitant. On doit aussi être adapté au goût des blogueuses. Puis on doit faire en sorte que le blog est un reflet de qui nous sommes. Par rapport au fait que les blogs doivent être invitants, en fait, la préoccupation principale, c'est que le blog doit être invitant pour la blogueuse elle-même, afin qu'elle se sente confortable de partager ses pensées, ses réflexions, ses idées, etc. Une blogueuse qui disait « Je voulais écrire mon blog intime comme chez moi, dans mon petit cocon ». Donc vraiment cette idée qu'il faut qu'on soit confortable dans l'espace blog. Donc, c'est un peu comme ça que les participants vont expliquer les choix entourant l'apparence du blog et pourquoi les différentes couleurs, etc. Lorsque je leur ai demandé explicitement de parler de l'apparence des blogs, c'était vraiment intéressant parce que les blogueuses disaient « c'est mes couleurs préférées, c'est sûr que j'ai choisi du bleu, du mauve, etc. » Donc, on voulait vraiment laisser transparaître nos préférences en développant l'esthétique des blogs. Ce qui est intéressant, c'est que les hébergeurs blogs, pour la plupart, comme WordPress, Canalblog, Mabulle ou Blogger, permettent aux blogueurs d'adapter un peu l'interface afin de choisir un certain nombre de caractéristiques qui reflètent nos goûts, de personnaliser l'interface. Les blogueuses ou les blogueurs qui connaissent, qui ont un peu plus d'habileté en informatique ou de ressources financières peuvent aussi, comme la participante qui a acheté son .com, peuvent donc acheter un espace web sur lequel elles peuvent développer leur blog. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est lorsque j'ai discuté avec les blogueuses de cet espace-là, donc celles qui avaient payé pour avoir un espace web, c'est qu'il y a une certaine ségrégation sexuelle des tâches qui transparaît dans la mise en place de ce blog-là. Donc, toutes les blogueuses qui payaient pour un hébergeur, cet hébergeur, l'espace web avait été développé par un homme dans leur vie. On avait donc une participante qui disait que c'était son conjoint qui l'avait développé. Une autre participante, c'est son conjoint qui avait adapté l'interface pour refléter encore plus les goûts de la participante. Pour une autre, c'était le père qui avait développé l'espace web. Donc, même si, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans nos imaginaires, et souvent, même dans la pratique, le fait de construire une maison, c'est beaucoup associé à une tâche masculine, alors que la décoration, les choix d'esthétique à l'intérieur, c'est comme une tâche qu'on relègue un peu plus au féminin. Au-delà de ça, le fait d'avoir certaines pratiques qui sont associées aux hommes et aux femmes, ça reflète aussi les constructions genrées des nouvelles technologies d'information et de communication, alors que certaines pratiques telles que la programmation ou même le piratage Internet sont encore plus associées aux hommes qu'aux femmes. Finalement, les participantes à ce projet inséraient aussi des images et des textes qui leur permettaient de refléter qui elles sont. Notamment, on véhicule beaucoup d'informations par rapport à notre vie réelle, donc l'inclusion d'images, etc. C'est pas une pratique qui était partagée par tout le monde. Je sais que certaines participantes étaient quand même
plutôt craintive par rapport au fait de dévoiler trop d'informations personnelles, par rapport aux dangers qui peuvent être liés à ça. Mais ce qu'on voit par ces trois approches-là, c'est que les participants discutent vraiment d'une volonté de créer un espace virtuel dans lequel elles se reconnaissent, dans lequel elles sont confortables pour écrire, puis pour partager des expériences personnelles, des photos, etc. Il y a par contre une ombre qui apparaît au tableau. Au cours des entrevues, il y a plusieurs blogueuses qui ont indiqué qu'elles tempéraient certains de leurs discours, qu'elles nuançaient certains de leurs propos, qu'elles essayaient de ne pas trop s'exposer. Elles sont conscientes donc que même si leur espace personnel est peut-être le leur, il y a quand même un accès qui fait en sorte qu'elles n'ont pas le contrôle sur tous les gens qui peuvent venir, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire de ces informations-là. Malgré ce bémol qui tempère un peu l'association entre le blog et l'idéal domestique ou le chez-soi, les blogueuses font quand même référence aussi à des tâches domestiques. Ça, c'est un billet, par contre, par des blogueuses. C'était intitulé « Entretien ménager » ou « Housekeeping ». Puis dans ce billet-là, la personne décrivait donc le ménage qu'elle avait fait dans son blog. Donc, un peu comme les tâches domestiques dans notre maison physique, l'entretien du blog nécessite aussi un travail de maintien constant par rapport donc, c'est ça. Tout comme l'entretien ménager de l'espace domestique, l'entretien du blog nécessite un investissement régulier en temps. Donc, l'investissement en temps par rapport à l'entretien ménager du blog s'effectue vraiment à deux niveaux. Le principal, c'est la publication de billets. Ensuite de ça, c'est l'entretien général du blog par rapport au fait de changer l'apparence du blog. J'avais certaines blogueuses, par exemple, qui modifiaient l'apparence en fonction des saisons ou des fêtes, comme Noël, Halloween, etc. Puis aussi, l'autre composante par rapport à l'entretien, c'est la modification des liens qui sont dans la blogoliste, donc les blogs qu'on réfère nous-mêmes, qu'on suggère aux lecteurs. Soit le fait de mettre à jour ces liens Internet-là, ou bien de les supprimer simplement lorsque les blogs disparaissent de la blogosphère. Aussi, c'est vrai, le retrait de commentaires indésirables, parce que souvent, ça peut être du spam, donc des commentaires indésirables qui ne sont pas liés avec le sujet du blog, ou des commentaires indésirables en termes de commentaires haineux envers la blogueuse ou les propos qui sont tenus sur le blog. Afin de produire un blog qui attire régulièrement des visiteurs, il y a une participante qui mentionnait sa recette de base. Sa recette de base, c'est vraiment l'expression qu'elle a utilisée, c'est d'écrire régulièrement. Moi, j'ai expliqué à une femme qui voulait bloguer, ben, si tu veux avoir des gens qui viennent chez toi, la recette de base, c'est publier au moins 3 fois par semaine. Au-delà de cette recette de base-là, il y a d'autres stratégies qui permettent une mise à jour régulière du billet ou du blog, malgré l'absence d'une blogueuse. Sur les hébergeurs blog, il y a la possibilité de programmer la publication de billets afin que même si on est absent ou trop occupé pour écrire pendant une certaine période, certains billets programmés d'avance peuvent être publiés régulièrement. Les blogueuses témoignent ainsi d'une volonté d'avoir un billet à servir aux visiteurs alors que ceux-ci se présentent, un peu comme on prépare des plats réchauffés au cas où on a de la visite. Faire le ménage dans les hyperliens ou les commentaires, c'est une tâche à laquelle les blogueuses consacrent moins de temps. C'est un peu moins intéressant que le fait de publier des billets. Pour la plupart, donc, le ménage dans les hyperliens se fait par nécessité. Souvent, c'est parce qu'on ne souhaite plus recommander un blog. On a une dispute, on est en désaccord avec les propos tenus sur ce blog-là, parce que le blog est simplement disparu, parce que l'URL a été modifiée. Considérant que la mise à jour des hyperliens n'est pas aussi apparente que la publication d'un nouveau billet ou même les modifications par rapport à l'interface du blog, les blogueuses avaient souvent tendance à écrire un billet en disant « mais là, j'ai ajouté tel blog, allez voir ces nouvelles blogueuses que j'ai découvertes, etc. » C'est ça. La mise à jour d'hyperliens, même si c'est quelque chose qui n'est pas remarqué, c'est quelque chose à quoi les blogueuses essaient de porter une certaine attention, même si elles ne le font pas souvent, parce que les blogs sont souvent très éphémères. Donc, régulièrement, un blog qui va être dans notre liste, notre blogoliste, va disparaître. Donc, si on veut avoir
si on veut que nos visiteurs aient l'impression qu'on entretient bien le blog, il faut enlever ces billets-là, ces blogs-là. Au cours des entrevues, il y a plusieurs participants qui ont indiqué que leur blog était leur propriété exclusive. Le fait d'avoir un chez-soi ou un chez-moi. Elles perçoivent donc le blog comme étant un espace à soi, certes virtuel, mais elles constatent qu'elles devraient avoir la liberté de s'exprimer comme bon leur semble. Si au moment de la collecte de données, il y avait seulement 2 participants qui avaient commencé à restreindre l'accès à certains de leurs billets, un peu comme certaines pièces d'une maison sont moins accessibles, on reçoit les gens dans le salon, pas nécessairement dans la chambre à coucher. La plupart des blogueuses permettaient quand même un accès illimité à leur blog. Les gens pouvaient aller visiter tous les billets, lire tous les billets. Il y a 3 attitudes quand même qui caractérisent l'approche adoptée par les blogueuses par rapport à la conception d'avoir un espace à soi. Dans un premier temps, elles considèrent qu'elles ont le contrôle exclusif sur le contenu des blogs. Dans un deuxième temps, elles souhaitent être en mesure d'inviter ou d'encourager la présence d'internautes ou de visiteurs. Puis enfin, elles estiment qu'en dépit de leur volonté de plaire à un certain lectorat, il y a certaines concessions qu'elles ne seraient pas en mesure de faire. Le désir et la perception d'être en contrôle du blog s'expriment principalement via leur volonté d'être en charge des décisions par rapport au contenu. Certaines évacuaient complètement la possibilité d'avoir des billets commandités. Par exemple, il y a eu certains scandales dans la blogosphère par rapport au fait que des blogueuses écrivaient sur un modèle d'aspirateur. Elles recevaient donc un certain financement par rapport à ça. Les attitudes des blogueuses qui rejettent donc généralement la possibilité d'écrire pour des billets commandités ou critiquent même ce type de billets, permettent de saisir la distinction qu'elles établissent entre l'économie du don et l'économie du marché. Souvent, l'économie du don donc, est associée à la sphère domestique, alors que la seconde est associée plus à la sphère publique. L'économie du don, qui sert essentiellement à maintenir des relations, est perçue par une majorité de blogueuses comme étant plus appropriée pour le blog. Lorsque des blogueuses entremêlent les économies du don et du marché, donc elles viennent à se servir de leurs écrits personnels pour générer du profit, elles deviennent la cible de critiques pour leur manque de transparence et leur manque d'authenticité. Même si les blogueuses ne veulent pas se voir dicter les sujets sur lesquels elles écrivent, elles invitent quand même les visiteurs à venir suggérer des billets, suggérer des thèmes, se prononcer, joindre la conversation. Souvent, c'est dans le fait de billets ouverts des participants qui disent bien, ici, je vous propose un thème ou proposez-moi un thème pour le prochain billet, pour en fait susciter des échanges. Les blogueuses prennent aussi le soin d'informer leur lectorat d'une absence prolongée et s'assurent de produire, comme je l'ai mentionné plus tôt, des billets intéressants, agréables à lire qui peuvent être publiés plus tard malgré leur absence. Donc, par leur souci à l'égard des visiteurs de leur blog, les participantes font preuve de qualité d'hôtesse. Elles reconnaissent non seulement la présence de leurs visiteurs, mais aussi le fait que ces visiteurs-là peuvent contribuer. Mais malgré les tentatives d'inclure des visiteurs, il y a certaines concessions que les participantes refusent explicitement. Se censurer pour plaire à leur lectorat. Considérant que le blog existe d'abord pour elle-même, elle se montre plutôt intransigeante et sur la défensive lorsqu'elle est critiquée par un certain lectorat. Par rapport au thème qu'elles abordent ou leur approche par rapport à un sujet. Mais les critiques, elles proviennent de plusieurs sources et elles portent sur de nombreux aspects de la pratique des blogueuses. Il y a notamment des personnes proches des blogueuses qui connaissent l'existence du blog, mais qui pensent que le temps investi dans l'entretien du blog pourrait être mieux investi dans une pratique qui pourrait une pratique qui pourrait être plus lucrative. Donc, pourquoi si tu pour écrire, tu peux écrire pour un journal. Donc, tu pourrais être payé pour faire ça. Ou encore, pourrait investir ce temps-là à une pratique qui pourrait servir les intérêts familiaux. Donc, au lieu de bloguer, on pourrait faire la vaisselle. Toutefois, si elles reconnaissent qu'elles peuvent être critiquées par des personnes qui leur sont proches, les blogueuses, généralement, refusent d'abandonner leur blog complètement, de se soumettre un peu à cette critique-là. Les critiques qui sont les moins bienvenues sont surtout celles qui viennent d'inconnus. C'est les critiques que les participantes avaient plus tendance à mettre de côté et à accorder plus d'importance. Elles leur suggèrent parfois dans leurs réponses aux commentaires aux visiteurs qui critiquaient qu'elles ne connaissent pas de juste passer leur chemin.
C'est mon espace, ces commentaires-là ne sont pas bienvenus. À la prochaine. Mais ce qui émerge généralement des propos des blogueuses, c'est essentiellement une approche par laquelle elles tentent de créer un espace à soi qui est inspiré de l'idéal de la sphère domestique, mais dans l'espace virtuel. C'est ainsi donc que les blogueuses font référence, implicitement ou explicitement, à différentes composantes du domestique. Le chez-soi, les tâches domestiques ou l'espace ou la chambre à soi. Mais la pratique et la réalité vécue sur les blogs fait en sorte qu'il y a plusieurs limites qui sont posées à l'actualisation de cet idéal. Au niveau du blog en tant qu'espace physique ou chez-soi virtuel, il semble que la réalité en attaque plusieurs. Elles ne sont pas dans les faits vraiment propriétaires de l'espace, elles n'ont pas l'exclusivité de la publication. Par exemple, il y a plusieurs publicités maintenant dans les hébergeurs gratuits qui sont publiés sur les blogs. Puis elles n'ont pas nécessairement le contrôle par rapport à la permanence du lieu. Concrètement, ça se traduit donc effectivement par la présence de publicité, mais aussi par le fait que des fois des mises à jour peuvent faire en sorte que nos billets peuvent disparaître complètement. Des auteurs qui reconnaissent à ce sujet, dont Horner en 2010, qu'il est reconnu que le domicile n'est pas un espace qui échappe nécessairement aux abus motivés par le profit, ne serait-ce que les publicités radio, les publicités à la télévision. Puis encore, ça c'est l'exemple de l'auteur, les démonstrations Love Dream, qui sont l'équivalent érotique des démonstrations Tupperware. Donc c'est ça, les abus de la quête de profit se transposent vraisemblablement dans la sphère privée et notamment l'idéal domestique des blogs. Une autre expression de l'absence de contrôle absolu, c'est la vulnérabilité des blogueuses qui peuvent perdre tous leurs écrits, comme ça a été le cas pour certaines blogueuses, comme plusieurs le craignaient. Lors de mes échanges avec des blogueuses, certaines me demandaient comment est-ce que je fais pour avoir un backup. Comment je peux faire en sorte de m'assurer que si jamais quelque chose hors de mon contrôle arrive, que je ne perde pas tous mes écrits. Mais en effet, elles n'ont pas de pouvoir sur ce qui pourrait être fait de leurs billets. Les billets peuvent être supprimés sans préavis, notamment s'ils ne correspondent pas aux lignes directrices de certains des hébergeurs blogs. Ça peut être une mise à jour défectueuse ou la fermeture de la plateforme d'hébergement. Donc, les écrits des blogueuses sont soumis à des forces externes qu'elles ne peuvent pas contrôler, malgré qu'elles estiment avoir un certain pouvoir décisionnel par rapport à l'apparence et l'organisation des blogs. Une autre tension qui émerge, c'est au niveau de la perception que les blogueuses ont d'avoir un espace confortable dans lequel elles peuvent exprimer leurs idées. De par le fait qu'elles autorisent les internautes à commenter leurs billets, souvent elles invitent ces interventions-là, les blogueuses sont souvent confrontées à des visiteurs, connus ou inconnus, qui critiquent les intentions de la blogueuse ou ses écrits. La défunte Susan Lee Starr, d'ailleurs, elle avait écrit ailleurs qu'elle percevait sa page web personnelle comme étant un chez-soi virtuel, mais elle écrivait ailleurs aussi que le domicile n'est pas exempt d'abus, qu'il peut tant être un espace sécuritaire pour les femmes qu'un lieu aussi le plus dangereux pour les femmes. Statistiquement, le domicile, c'est aussi l'endroit où les femmes sont plus à risque de connaître une mort violente. Si les expériences vécues par les blogueuses, heureusement, n'ont pas connu de dénouement aussi dramatique, les propos tenus lors d'entrevues par plusieurs révèlent notamment qu'elles font l'objet d'attaques à plusieurs sujets. Parfois, c'est par rapport à leur passe-temps. Une personne qui critiquait tout, la décoration de gâteau d'une blogueuse, le fait qu'elle faisait de la danse en ligne. Absolument tout ce qu'elle évoquait était la cible de critique, alors qu'une autre a indiqué qu'elle s'était prononcée une fois sur le féminisme, qu'elle avait reçu tellement de commentaires négatifs que c'était comme pas. On passera, elle ne vous a plus parler de ça. Donc, en conclusion, si les blogueuses investissent du temps, des efforts afin de créer un chez-soi via leur blog, dans lequel elles se sentent confortables et aptes à développer des idées, partager leur expérience, etc., le fait d'avoir cette impression-là ne suffit pas à concrétiser sur la plateforme cet idéal domestique-là. Conséquemment, il apparaît que plusieurs blogueuses vont modifier leur discours un peu afin de ne pas déplaire à leur lectorat. Souvent, elles vont même s'excuser pour essayer de ne pas froisser les visiteurs. Et on se rappellera que pendant les entrevues, les blogueuses disaient qu'elles ne se censurent pas. Donc, c'est intéressant parce que même si elles disent qu'elles ne se censurent pas, elles admettent quand même tempérer certains de leurs propos pour ne pas être la cible d'attaque de la part d'internautes.
On pensera à la personne que j'ai évoquée là, tout à l'heure qui avait reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ses propos sur le féminisme, qui a décidé qu'elle n'écrirait plus sur ce sujet-là. Depuis que j'ai terminé la collecte des données, j'ai aussi noté que plusieurs blogueuses ne bloguent plus autant qu'avant. Concrètement, il y a 12 blogueuses qui ont soit, j'avais 23 participants, 12 d'entre elles ont soit supprimé ou cessé de mettre à jour leur blog. Il y en avait 3 qui demandent maintenant un mot de passe afin d'accéder à leurs écrits. Puis les 8 autres, c'est partagé moitié-moitié, donc une moitié qui blogue autant qu'avant, puis l'autre, c'est un peu sporadique, disons. Sans vouloir spéculer sur les raisons individuelles qui font en sorte que les blogueuses abandonnent leurs écrits, puis tout en tenant compte du fait que la plupart des blogs aussi, c'est un processus éphémère. On révèle que le 2/3 des blogs sont créés, sont rapidement abandonnés. Il est possible que les limites auxquelles sont confrontées les blogueuses aient en fait un effet sur leur pratique. Ces limites, donc les critiques qu'elles reçoivent, la crainte pour la sécurité de soi, le fait de ne pas révéler d'informations trop personnelles, les pressions hors ligne, le fait qu'au lieu de bloguer, on pourrait faire la vaisselle, donc tout ça semble jouer un rôle dans la confrontation entre l'idéal domestique et la pratique des blogs. Les difficultés rencontrées pouvaient donc avoir eu raison de l'enthousiasme de plusieurs blogueuses alors qu'elles décrivaient leur pratique blog comme quelque chose qu'elles ne voyaient pas pourquoi elles devraient arrêter ça. Ainsi donc, comme l'espace domestique hors ligne, le chez-soi virtuel peut être une source, selon les données, d'autonomisation, mais aussi d'oppression, de valorisation ou de dévalorisation, de soutien ou même d'anéantissement, selon les rencontres qui sont faites en ligne. Dans l'espace web, donc, les rencontres demeurent un peu visibles, l'idéal domestique, pas nécessairement réalisable. Merci.